Donc, et lorsque tu investis donc dans l'immobilier, tu as pris les 30 000 euros pour acheter ton immeuble, tu profites de l'effet des leviers, c'est-à-dire qu'avec un petit montant, 30 000 euros, tu dégages un financement de 400 000 euros. Tu utilises l'argent de la banque, donc tu profites de l'argent des gens. Tu utilises l'argent de la banque pour faire grandir ton patrimoine financier. Tu utilises donc ce qu'on appelle les capitaux étrangers, c'est-à-dire le capital qui vient de la banque. Et tu achètes un immeuble où tu mets en location, un immeuble de 3-4 appartements que tu mets en location. Les locataires, avec les revenus locatifs, donc tu profites également des revenus locatifs. Avec les revenus locatifs, donc tu rembourses ta dette. Tu as également, lorsque tu investis dans l'immobilier, tu profites également de l'inflation. L'inflation, par exemple, détruit ta dette sur la durée. Par exemple, si tu achètes un bien immobilier peut-être à 100 000 euros aujourd'hui, tu dis à la banque que donnez-moi 100 000 euros, donnez-moi un crédit de 100 000 euros pour un bien immobilier. Je ne vais pas vous rembourser, je vais juste payer les intérêts pendant 30 ans. Et dans 30 ans, j'ai peut-être fait un investissement à la bourse ou bien j'ai signé une assurance quelque part, une assurance vie quelque part. Dans 30 ans, je vais venir vous rembourser vos 100 000 euros cash. Mais je paye seulement les intérêts pendant les 30 ans. Dans 30 ans, quand tu reviens, tu payes 100 000 euros à la banque. Et pourtant, dans 30 ans, 100 000 euros n'a plus 100 000 euros de valeur. Tu as pour le crédit aujourd'hui 100 000 euros. Dans 30 ans, 100 000 euros, si on considère 3% de taux d'inflation par an, 100 000 euros n'a qu'une valeur de 40 000 euros dans 30 ans. Ça veut dire qu'à cause de l'inflation, ta dette a perdu 60 000 euros. Ça veut dire que tu viens rembourser 100 000 euros, mais ce que tu rembourses n'a qu'une valeur de 40 000 euros. Tu as profité 60 000 euros à cause de l'inflation. Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour les permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Je parle de mettre de l'ordre dans tes finances. Je parle également d'accompagnement dans l'aspect fiscal, c'est-à-dire que si tu investis dans l'immobilier et tu n'as pas fait attention à l'aspect fiscal, tu peux également me contacter. Je vais te dresser une stratégie qui va te permettre, n'est-ce pas, de réduire ta charge fiscale. Si tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Je vais te proposer quelques pistes d'orientation qui vont te permettre, n'est-ce pas, de faire grandir ton patrimoine immobilier. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Ensemble, nous trouverons des stratégies qui vont leur permettre, n'est-ce pas, d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'intelligence financière. Déjà, avant de commencer mon propos, je vais d'abord te poser une question. Si tu parviens à épargner 50 000 euros, comment est-ce que tu vas utiliser cet argent? Comment tu vas investir cet argent? Est-ce que tu vas te lancer seulement dans une dépense ou bien tu vas te lancer dans un investissement? Chaque individu, il y a toujours une période dans la vie où chaque individu a fait beaucoup de revenus, génère beaucoup de revenus, où chaque individu gagne beaucoup d'argent. Parfois, c'est une période très critique, si bien que si tu gagnes beaucoup d'argent et tu n'investis pas, tu n'utilises pas bien cet argent, tu vas regretter cette période toute ta vie. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc te proposer quelques pistes d'orientation qui vont te permettre, n'est-ce pas, d'investir 50 000 euros de manière efficace. Déjà, je vais te montrer comment est-ce que tu peux d'abord faire pour épargner les 50 000 euros et comment est-ce que tu peux investir ce montant. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, si tu parviens à épargner 50 000 euros, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu vas investir ce montant?
Déjà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter donc quelques pistes d'orientation. Comment est-ce que tu peux faire pour investir ce montant, n'est-ce pas, de manière efficace. Déjà, tu vas me poser la question, mais je vais faire comment dans un pays qui va aussi vite, dans un pays voilà, de consommation, dans un pays où on dépense tellement, comment je vais faire pour épargner 50 000 euros? C'est très simple. Bon, je vais me servir de mon tableau également pour que les explications soient faciles. Nous avons dit, nous avons un montant de 50 000 euros. Ça, c'est, n'est-ce pas, voilà le montant. J'espère que mon tableau est bien visible. Ça, c'est le montant, ça, c'est l'objectif à atteindre. Comment tu vas d'abord faire pour épargner les 50 000 euros? On va d'abord commencer par comment épargner. Comment épargner 50 000 euros? Bon, déjà, je vais d'abord sur la base, pour quelqu'un qui veut déjà se lancer dans les investissements, je suppose que tu as déjà appris un métier. Je vais toujours conseiller, tu apprends d'abord un métier, tu as déjà quand même un revenu fixe, tu as déjà un boulot où tu as un revenu fixe. Ce que j'ai dit ici, ce n'est pas peut-être pour un étudiant ou bien pour quelqu'un, pour un apprenti qui est encore en formation et tout. Il est extrêmement difficile d'épargner beaucoup d'argent, donc c'est difficile. Ce qu'il gagne, ça lui permet, n'est-ce pas, de joindre les deux bouts et ce n'est pas déjà facile. Donc, du coup, je vais sur la base de quelqu'un qui a déjà fini sa formation, fini ses études, qui peut déjà avoir au moins un salaire de minimum 2 000 euros, 1 800, 2 000 euros. Et avec ce montant, il peut déjà épargner quelque chose. Donc, déjà ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que avec 50 000 euros, pour atteindre 50 000 euros, si tu épargnes, disons, 50 000 euros, si tu épargnes 500 euros par mois, en 12 mois, tu as déjà épargné 6 000 euros. En 5 ans, tu as déjà épargné 30 000 euros. Donc, si tu gagnes 2 000 euros et que tu peux, déjà ayant fini ta formation, bien fini tes études, tu peux d'abord continuer à maintenir le même rythme de vie pour pouvoir épargner au maximum. Donc, si tu gagnes 2 000 euros et que voilà, tu peux épargner 1 000 euros, c'est une très bonne chose. En un an, tu as épargné 12 000 euros. Ça veut dire que tu mets 1 000 euros de côté. En un an, tu as épargné 12 000 euros. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras besoin, en un an, tu épargnes 12 000 euros par mois. Ça veut dire que tu auras besoin de 5 ans. Tu auras besoin de 5 ans pour atteindre 60 000 euros. Tu as besoin de 5 ans pour atteindre 60 000 euros. Donc, pour 50 000 euros, tu auras besoin d'à peu près 4 ans. Donc, en 4 ans, tu as épargné 48 000 euros. Et donc, tu auras besoin de 4 ans, 2 mois. En 4 ans, 2 mois, tu as épargné. En 4 ans, 2 mois, tu as épargné 50 000 euros. Je vais dire, c'est très facile. C'est possible. Si tu as un salaire de 2 000 euros, pour un début, tu n'as pas encore de charge, tu viens de finir tes études. Peut-être tu restes d'abord dans l'appartement où tu vivais pendant tes études ou bien dans la chambre. Tu commences à travailler peut-être pendant un an. Oui, tu vas me dire que oui, si j'étudie à l'est et je pas travailler au sud et tout ça, comment ça va se passer et tout. Oui, tu peux finir tes études à l'est et en allant au sud, tu n'es pas obligé de chercher d'abord un grand appartement. Tu peux d'abord prendre une petite chambre qui va te permettre, n'est-ce pas, de conserver tes coûts, tes dépenses, tes coûts fixes le plus bas possible et pour qu'à la fin, tu aies une marge quand même considérable, une marge d'épargne assez considérable, là, pour pouvoir au moins mettre 1 000 euros de côté. Donc, tu vas donc prendre 5 ans de ta vie, ou bien disons 42 mois de ta vie pour épargner donc 50 000 euros. Donc, on suppose donc que tu as pris 4 ans et demi, bon, 4 ans et demi pour pouvoir épargner les 50 000 euros. Voilà. Tu vas me dire que, voilà, certainement, quand tu as pu épargner 50 000 euros, plusieurs personnes disent que, ok, j'ai épargné 50 000 euros. Première des choses, il y a des gens qui vont te dire que, voilà. Deuxièmement, il va te dire que, bon, je vais donc, avec les 50 000 euros, je acheter le terrain au pays. Ça, je vais dire, c'est le rêve de la majorité des Africains de la diaspora. Dès qu'il a un peu d'argent, il pense seulement acheter le terrain au pays. Je ne suis pas ici en train de dire que tu ne dois pas investir au pays, mais il faut faire extrêmement attention. Déjà, pour ton premier investissement, no go. Je t'interdis, je te déconseille ça. Je m'explique. Déjà, tu viens de commencer ta carrière, tu ne sais pas comment ça va se passer. Ce qui est sûr, pour commencer pour stabiliser ta carrière, tu as besoin de moins de 5 ans. C'est-à-dire que pour avoir un boulot fixe, voir déjà comment tu vas faire pour que ton salaire augmente, pour avoir déjà une vie stable. Et déjà, à 5 ans de service, si tu as fini peut-être tes études, je ne sais pas, à 28 ans ou à 30 ans, 5 ans, tu es à 35 ans, tu dois penser à avoir une femme, tu dois penser à faire des enfants et tout. Donc, du coup, tu commences déjà à réfléchir
de manière familiale. Tu veux déjà bâtir une famille. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Donc voilà, si tu veux déjà bâtir une famille, il sera extrêmement difficile de te projeter, de dire que tu vas rentrer carrément. Certains disent que voilà, ils travaillent quelques années et puis ils rentrent au pays. Ça ne sert donc à rien de prendre beaucoup d'argent, aller investir quelque part où tu ne vas pas vivre. Tu vas aller acheter un terrain dans une zone enclavée où peut-être le mètre carré coûte 1000 francs CFA ou bien 2000 francs CFA. Oui, tu vas acheter une grande parcelle, tu vas acheter 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés en brousse, disant que ça va prendre la valeur. Après 10 ans, le terrain est sur place, il n'y a aucune maison construite à côté. Moi, je te parle ici de ce que moi j'ai fait. Je suis allé acheter un terrain quelque part dans une zone enclavée, espérant que ça va prendre de la valeur. 5 ans plus tard, le terrain est resté intact, il n'y a aucune maison à côté, rien n'a évolué et le mètre carré n'a pas changé. Donc, tu es en train de jouer là, tu es en train de faire une spéculation. Il n'y a pas de différence entre ça et la bourse. Il n'y a pas de différence entre ce que tu es en train de faire et les spéculations financières. Parce que tu espères que le terrain prenne de la valeur. Donc, c'est dangereux. Là, tu es en train de garer l'argent quelque part. Pourtant, cet argent peut tourner. Ça, c'est donc. Et les deux, nous sommes au pays. Quand tu veux investir au pays, déjà, il y a d'abord un costaud problème dans le foncier. Donc, si tu veux m'acheter un terrain, il faut d'abord te rassurer que tu as tous les papiers et ne pas acheter dans un coin reculé parce que dans les zones parfois reculées, il y a souvent trop de litiges. Donc, voilà, il faut faire extrêmement attention. Quand tu vas acheter un terrain, il faut prendre la peine déjà premièrement de te faire accompagner, de te rapprocher, d'entrer en contact avec les autorités compétentes de la place et n'achète aucun terrain si tu n'as pas tous les papiers. Parce que quand bien même tu as même tous les papiers, tu n'es pas seul sur ce terrain. Donc, c'est un investissement à gros risque. Et en plus, tu n'es pas sur ça. Si tu achètes un terrain où tu as les litiges, il va falloir de temps en temps aller au tribunal, monter, descendre et tout. Et si tu n'es pas là, c'est extrêmement difficile pour que quelqu'un coordonne tout ça à ta place. Donc, c'est un investissement à risque. Et en plus, c'est ton premier investissement. C'est ton premier investissement. Et ton premier investissement doit être plus ou moins sécurisé. Donc, voilà, c'est pour ça que je te déconseille d'acheter le terrain. Et en plus de ça, je te déconseille d'acheter un terrain pour garder. Si tu as assez d'argent, achète le terrain, tu construis une fois et tu déposes un immeuble de biens locatifs là-dessus. C'est ce que je peux te conseiller. Donc, la première idée d'aller acheter le terrain avec les 50 000 euros, je te déconseille. Voilà, quelqu'un d'autre va te dire que, voilà, comme deuxième élément, comme troisième élément, quelqu'un va te dire que, oui, je vais acheter quelques voitures que je vais, voilà, pour le taxi. Voilà, j'ai également fait ça une période, ça n'a vraiment pas marché parce que j'étais également dans les véhicules lorsque je faisais la brocante et tout. Ce que je dois te dire ici, si tu es sur place au pays, ça peut encore se comprendre. Tu peux t'acheter les véhicules, tu peux mettre ça en taxi. Généralement, je conseille quoi? Si tu vis au pays et que tu achètes les taxis, n'achète pas un seul taxi. Tu peux acheter 4 taxis et tu cherches toi-même un mécanicien. Tu t'abonnes chez un mécanicien, tu le payes là-bas que par mois. Ou alors, dès que le taximan a un problème avec le véhicule, pas seulement déposer chez le mécanicien. C'est ton mécanicien, ce n'est pas le mécanicien du taximan, n'est-ce pas? Et dès qu'il y a un problème, pas seulement déposer là-bas. Tu as comme ça 4 taxis qui tournent. Là, tu utilises un taxi, par exemple, toutes les recettes d'un taxi pour résoudre les problèmes des autres 3 taxis. Ou bien si tu as la force financière d'acheter même 10 taxis, tu utilises 2 ou 3 taxis qui vont entretenir les 7 autres. C'est comme ça que tu peux faire, n'est-ce pas, pour protéger ton investissement. Mais il faudrait savoir que ça, c'est un investissement qui est aussi trop risqué. Tu as des taximans qui sont tellement malhonnêtes. 1% des taximans sont honnêtes. Tu as des mécaniciens qui sont aussi pas sérieux et parfois ils travaillent souvent en collaboration. C'est-à-dire que même si tu as trouvé ton propre mécanicien, ils vont finir par s'entendre et puis ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Donc généralement, je n'ai que de mauvaises expériences dans ce business-là. Bon, sauf si vraiment tu développes une autre stratégie vraiment en mettant un peu le digital et tout, ce qui n'est pas évident. Donc voilà, moi, ce que je peux te conseiller, si tu veux vraiment te lancer dans le taxi, il faut te rapprocher, n'est-ce pas, des personnes qui ont fait ce genre d'investissement en insérant le digital, en informatisant tout ça pour être au contrôle de tout. Mais étant à distance, ça c'est quand tu es au pays, étant à distance, c'est extrêmement difficile. Il y a un jeune Camerounais, par exemple, de la diaspora allemande qui allait se lancer dans ce couloir au pays. Et puis, actuellement, ça fonctionne. Il est sur place, il dirige ces choses lui-même. Là, c'est encore possible, mais à distance, c'est no-go. Il n'y aura personne qui va coordonner ça comme toi.
et tu ne pourras pas déléguer ça à quelqu'un jusqu'à ce que ça sera rentable. Pour un début, peut-être ça va produire, mais après, ça sera extrêmement difficile. Tu auras les combats chaque jour avec les taximans, avec les mécaniciens, et ça sera extrêmement difficile. Donc déjà, l'idée d'acheter le taxi, je te déconseille. Parce qu'avec 50 000 euros, tu peux dire que okay, chaque taxi, un taxi peut-être acheté ici et acheté en Occident, envoyer ça par bateau ou bien par conteneur et tout, payer la douane sur place, ça peut te revenir peut-être, avec tous les papiers que tu vas faire, ça peut te revenir peut-être un taxi peut-être à 4 millions ou 5 millions. Avec 50 000 euros, on est à 30 millions, tu vas te retrouver, 30 millions de francs CFA, 32 millions de francs CFA, tu vas te retrouver à peu près à disons, 8 taxis, tu vois. Oui, mais à distance, piloter ça à distance, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est un no-go. Je te déconseille donc cette proposition-là. Maintenant, quelqu'un d'autre va te dire que, voilà, tu construis un immeuble locatif. Ça peut être un immeuble, par exemple, des studios, disons, des étudiants et tout, des étudiants dans une zone bien placée et tout. Il faut acheter le terrain, il faut construire un immeuble, mais acheter un terrain et construire un immeuble qui va te faire peut-être, disons, 12 studios, 16 studios, il te faut au minimum, il te faut au moins 70-80 millions de francs CFA. Et 50 000 euros, ce n'est que 32 millions de francs CFA. Donc, ce projet-là, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas réaliser ce projet avec 50 000 euros. Voilà. Quelqu'un d'autre va te dire que oui, je vais acheter ma voiture de rêve. Comme cinquième proposition, quelqu'un va te dire que je vais acheter ma voiture de rêve. Acheter ma voiture de rêve. Ma voiture de rêve. Oui, tu vas acheter ta voiture de rêve pour en faire quoi? Parce que ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu entres dans une maison automobile pour acheter un véhicule, 50 000 euros, oui, tu vas trouver un bon véhicule et tout. Il faut savoir que dès que tu démarres cette voiture-là, dès que tu sors de la maison automobile, de la maison de fabrication automobile, de cette maison-là, le bien a déjà perdu une bonne partie de sa valeur, je crois 25%. Et après 3 ans, le véhicule a perdu 50% de sa valeur. Donc, le véhicule, et à tout moment, tu peux faire l'accident et tu perds le véhicule. J'ai déjà fait moi-même l'accident en moins de 10 ans, déjà 2 fois avec le véhicule. Donc, ce n'est pas quelque chose, et ce n'était pas les véhicules de 500 euros ni de 1000 euros. Ce sont des véhicules qui coûtaient un peu cher. Donc, du coup, voilà, investir dans l'achat des véhicules et tout ça, ce n'est pas une bonne idée. Tu vas sortir beaucoup d'argent pour aller acheter une grosse voiture et puis quoi? On va te voir, oui, c'est toi, tu es chaud, tu es bien, voilà, tu as une grosse voiture et puis quoi? C'est quoi la suite? Donc, ce n'est pas, voilà, je te déconseille ça. Tu peux utiliser cet argent pour faire autre chose avec. Donc, je vais encore une fois de plus te déconseiller cette proposition-là. Et quelqu'un d'autre va te dire que oui, j'achète ma résidence principale. Qu'est-ce que ça signifie? J'utilise, ça c'est ma résidence principale, je vais abréger ça RP. Oui, oui, ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée complètement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les 50 000 euros, ça va te permettre d'avoir ça, tu utilises ces 50 000 euros comme apport personnel, ça peut te permettre d'acheter une résidence principale qui coûte 400, 500, 600 000 euros. Mais déjà, acheter la résidence principale, c'est bien, mais il va falloir entretenir cette résidence principale-là. Ce n'est pas seulement les 50 000 euros, tu n'as pas seulement besoin de ces 50 000 euros. Une fois que tu as acheté ce bien, il va falloir l'entretenir. Et cette maison doit consommer. Et il y a l'électricité qu'il faut payer, il y a l'assurance, il y a l'huile du chauffage, si c'est un chauffage qui fonctionne avec de l'huile, il y a le gaz, si c'est un chauffage qui fonctionne avec du gaz. Bref, il y a des frais d'entretien. Tu as également la taxe foncière que tu dois payer chaque trimestre et tout ça. Donc, il faut calculer au moins autour de 6-7 euros par mètre carré par mois. Donc, si tu achètes une maison peut-être de 200 mètres carrés et que tu dois dépenser 6 euros par mètre carré par mois, ça te fait 1200 euros par mois que tu dois dépenser, n'est-ce pas, pour entretenir ce bien. En un an, ça te fait 14 400 euros. 14 400 euros que tu dois investir chaque année, n'est-ce pas, pour entretenir ta résidence principale. Donc, comme pour te dire, et en plus de ça, la résidence principale ne te génère aucun revenu. Donc, pour moi, c'est une dépense. C'est un peu comme si tu étais allé acheter une voiture de luxe. Donc, je te déconseille, n'est-ce pas, cette stratégie-là.
Oui, tu peux le faire plus tard. Et encore, je rappelle encore que la résidence principale, c'est pour des gens qui ont déjà de l'argent. C'est pour des gens qui ont déjà au moins traversé leur protection financière, qui sont déjà dans leur sécurité financière. Parce que le top là, c'est la liberté financière. Mais avant la liberté financière, tu as ta protection financière et tu as ta sécurité financière. Mais si tu as déjà une sécurité financière, tu peux déjà te permettre, n'est-ce pas, une résidence principale. Ce n'est pas pour les pauvres. La résidence principale, ce n'est pas pour les pauvres. Donc du coup, je te déconseille pour ton premier 50 000 euros que tu épargnes, je te déconseille d'acheter ta résidence principale avec. Voilà. Maintenant, quelqu'un d'autre va venir me dire que bon, ok, je fais donc quoi? Alors, j'investis dans la bourse. Oui, tu peux investir dans la bourse parce que tu as un rendement. C'est vrai, il y a le risque. Oui, il y a les risques dans l'investissement à la bourse, mais là, au moins, ça te génère des revenus et tu as une rentabilité. Donc, c'est un investissement. Ça, je peux te conseiller aussi. Tu peux le faire. Tu peux investir dans la bourse. Je vais plutôt mettre, ce que je te conseille, je vais plutôt mettre en vert ici. Je vais utiliser le feutre vert. J'espère que c'est bien visible. Je vais utiliser le feutre vert. Exactement. Maintenant, une autre proposition, par exemple, quelqu'un d'autre peut venir dire que, ok, je vais investir dans l'immobilier. Mais l'immobilier, cette fois-ci, pas pour y vivre, mais l'immobilier locatif. Ça, c'est un investissement qui te génère des revenus. Et tu as la possibilité d'utiliser l'effet de levier, c'est-à-dire que tu utilises un petit montant. Avec ce montant de 50 000 euros, si par exemple, ça peut te faire dégager un immeuble de 500 600 000 euros où les locataires vont payer les loyers chaque mois qui vont te permettre, n'est-ce pas, de rembourser ta dette. Donc ça, c'est un investissement qui te génère des revenus. Et ça également, je peux valider donc cette proposition. Bon, quelqu'un d'autre va me dire que j'achète également les parts d'entreprise. Ça, c'est la 9e proposition. J'achète les parts d'entreprise. Pas d'entreprise. Pas d'entreprise. Oui, les entreprises tournent, les entreprises, n'est-ce pas, font des chiffres, ils ont des revenus et tout. C'est quelque chose, c'est un investissement qui te rapporte, qui te génère des revenus. Donc, je peux également te conseiller ça. Oui, je vais également valider ça. Voilà. Maintenant, tu vas me poser la question, ok, oui, voilà donc 9 propositions. Tu vas me poser la question, donc comment donc utiliser les 50 000 euros? Oui, je vais faire simple. Généralement, ce que je conseille à ceux que j'accompagne, si tu as 50 000 euros que tu veux investir, je te déconseille de mettre tout ça, de mettre tous tes œufs dans un même panier. C'est très dangereux. Donc, je conseille généralement les gens, n'est-ce pas, à diversifier les investissements. Donc, c'est avec 50 000 euros. Donc, je vais rapidement nettoyer. Et puis voilà, et je vais rapidement nettoyer. Voilà. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Comment j'organise dans les 50 000 euros pour l'investissement? La question est, je vais poser la question en rouge. Comment investir 50 000 euros? Voilà. Premièrement, à ta place, ce que je ferais, j'investis dans la bourse à hauteur de 5 000 euros. Là, c'est le premier investissement que je te propose. Et pour cela, tu dois naturellement te renseigner. Tu dois approcher les experts qui s'y connaissent dans la bourse et essayer de voir comment tu peux faire également pour te lancer. Et tu commences avec un petit montant. Je te propose donc 5 000 euros. Deuxième investissement, je te propose d'acheter les parts d'entreprise. Les parts d'entreprise. Tu n'investis pas beaucoup. Tu mets juste 5 000 euros dans cet investissement. La troisième chose que je te propose, c'est généralement, avant de te lancer dans quelconque investissement, tu dois t'y connaître, tu dois avoir la connaissance, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu dois te documenter, tu dois te faire former, tu dois beaucoup regarder les vidéos, tu dois écouter les podcasts, bref, tu dois te cultiver et ne te lancer dans aucun investissement si tu n'as pas la connaissance. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Troisième, donc,
La troisième proposition, c'est tu utilises pour ta formation et ta documentation. Je te propose donc de mettre, disons, 5 000 €, de réserver 5 000 € pour cela. Et la quatrième chose à faire, puisque si tu te formes, ce n'est pas seulement pour investir dans les parts d'entreprise, mais dans la bourse, c'est également pour investir dans l'immobilier. Donc, puisque je vais te proposer aussi l'immobilier parce que c'est quelque chose que je m'y connais et je sais, comme je connais les mécanismes et tout, je connais également j'ai des secrets. Donc, c'est pourquoi je vais t'amener dans cette direction-là parce que c'est un investissement que je fais tous les jours. Donc, du coup, je te conseillerais également d'investir dans l'immobilier. Pour cela, tu dois te former, tu dois avoir la connaissance. Donc, comme quatrième chose, tu dois mettre une petite réserve de côté. Disons une réserve de 5 000 €. 5 000 € parce qu'après avoir investi dans l'immobilier, par exemple, tu peux avoir des petits problèmes dans le bien que tu dois résoudre. Donc, il faut mettre déjà une réserve de côté. Nous sommes déjà à 20 000 €, il reste 30 000 €. Donc, ça veut dire quoi? On a un reste de 30 000 €. On a un reste de 30 000 €. Qu'est-ce que tu dois faire donc de ce montant restant de 30 000 €? Qu'est-ce que tu vas faire de ce montant restant de 30 000 €? Tu vas investir dans l'immobilier. Ça sera donc pour investir dans l'immobilier. Ça sera donc pour investir dans l'immobilier. Ce que tu fais, c'est quoi? C'est qu'avec 30 000 €, tu vas utiliser ça comme apport personnel. C'est-à-dire que comme apport personnel pour les frais supplémentaires pour l'acquisition. Lorsque tu vas acheter un bien immobilier, tu as les frais supplémentaires pour l'acquisition. Tu as les frais du notaire, tu as les frais du cadastre, tu as, n'est-ce pas, l'impôt sur les mutations foncières, tu as n'est-ce pas, la provision de l'agent immobilier. Donc tout ça là, généralement en moyenne tu es autour de 12%. Donc et si tu as 30 000 €, généralement pour faire un calcul simple, je considère 10% du prix d'achat comme frais supplémentaires pour l'acquisition. Donc avec les 30 000 € qui te restent donc là, tu vas utiliser ça comme apport personnel. Ça va te permettre, n'est-ce pas, c'est ton apport personnel que j'abrège ici AP. Ça va te permettre, n'est-ce pas, d'acheter un immeuble de, disons, 3 à 4 appartements, pas dans une grande métropole, dans une petite ville là, qui a peut-être 60-80 000 habitants, ou qui va te coûter donc entre 300 et 400 000 €. Qui va te coûter entre 300 et 400 000 €. Donc, avec le montant de 30 000 €, tu utilises ça comme apport personnel, n'est-ce pas, en utilisant l'effet de levier, donc pour voilà, acheter un immeuble de 3 ou 4 appartements que tu vas mettre en location. Et dans certaines zones en Allemagne, tu peux trouver déjà un immeuble à 400 000 €, tu peux y trouver un immeuble de 3 appartements ou bien à 300 000 €. J'ai accompagné par exemple une famille qui achetait un immeuble de 3 appartements qui coûtait moins de 350 000 €. Donc du coup, c'est bien possible. Ça dépend de la zone. Ça dépend également de la situation dans laquelle le vendeur est. Peut-être il est dans les problèmes, il a des difficultés. Il faut absolument qu'il vende le bien. Voilà, donc je te conseille dans le reste des 30 000 €. Tu utilises ça comme apport personnel pour acheter ton immeuble de 300 à 400 000 €. Bon, voilà, on a tout organisé. En 5 points, on a organisé donc les 50 000 €. 5 000 € pour la bourse, 5 000 € pour les parts d'entreprise, 5 000 € pour ta formation et ta documentation. Réserve 5 000 €. Et puis, le reste des 30 000 € dont tu utilises ça comme apport personnel pour acheter ton immeuble. Donc, avec ça, tu as diversifié tes investissements. Tu es dans plusieurs actifs, tu as plusieurs investissements. Là, tu as diversifié. Donc, même si dans l'investissement de la bourse ne marche pas, tu as encore les parts d'entreprise, tu as encore ton investissement immobilier. Donc, ça te permet, n'est-ce pas, d'équilibrer ton modèle d'affaires, ton modèle économique. C'est très important. Donc, et lorsque tu investis donc dans l'immobilier, tu as pris les 30 000 € pour acheter ton immeuble. Tu profites de l'effet de levier, c'est-à-dire qu'avec un petit montant, 30 000 €, tu dégages un financement de 400 000 €. Tu utilises l'argent de la banque, donc tu profites de l'argent des gens. Tu utilises l'argent de la banque pour faire grandir ton patrimoine financier. Tu utilises donc ce qu'on appelle les capitaux étrangers, c'est-à-dire que le capital qui vient de la banque. Et tu achètes un immeuble où tu mets en location.
un immeuble de 3-4 appartements que tu mets en location, les locataires avec les revenus locatifs, donc tu profites également des revenus locatifs. Avec les revenus locatifs, donc tu rembourses ta dette. Tu as également, lorsque tu investis dans l'immobilier, tu profites également de l'inflation. L'inflation, par exemple, détruit ta dette sur la durée. Par exemple, si tu achètes un bien immobilier peut-être à 100 000 euros aujourd'hui, tu dis à la banque que donnez-moi 100 000 euros, donnez-moi un crédit de 100 000 euros pour un bien immobilier. Je ne vais pas vous rembourser, je vais juste payer les intérêts pendant 30 ans. Et dans 30 ans, j'ai peut-être fait un investissement à la bourse ou bien j'ai signé une assurance quelque part, une assurance vie quelque part. Dans 30 ans, je vais venir vous rembourser vos 100 000 euros cash. Mais je paye seulement les intérêts pendant les 30 ans. Dans 30 ans, quand tu reviens, tu payes 100 000 euros à la banque. Et pourtant, dans 30 ans, 100 000 euros n'a plus 100 000 euros de valeur. Tu as pour le crédit aujourd'hui 100 000 euros. Dans 30 ans, 100 000 euros, si on considère 3% de taux d'inflation par an, 100 000 euros n'a qu'une valeur de 40 000 euros dans 30 ans. Ça veut dire qu'à cause de l'inflation, ta dette a perdu 60 000 euros. Ça veut dire que tu viens rembourser 100 000 euros, mais ce que tu rembourses n'a qu'une valeur de 40 000 euros. Tu as profité 60 000 euros à cause de l'inflation. À cause de l'inflation, par exemple, tu augmentes le loyer. Et quand tu augmentes le loyer, tu augmentes de manière automatique la valeur de ton bien immobilier. À cause de l'inflation, le bien que tu as acheté aujourd'hui, dans 30 ans, si tu veux revendre le même bien à cause de l'inflation, puisque l'argent a perdu sa valeur, un bien que tu as acheté à 100 000 euros aujourd'hui, dans 30 ans, quand tu vas venir, tu vas peut-être, tu dois donner 150 000 euros pour pouvoir prendre le même bien. Donc, à cause de l'inflation, le bien a encore augmenté sa valeur. Donc, tu profites de l'inflation. Et quand tu investis, tu achètes ce genre d'immeuble, tu profites également des avantages fiscaux. Tu as l'amortissement que l'État, normalement, l'État a la responsabilité de mettre les biens immobiliers à la disposition des citoyens. Mais si toi, en tant qu'un citoyen lambda, tu mets les logements à la disposition des autres citoyens, alors l'État te récompense pour ça en te payant, donc en t'allégeant un peu la tâche avec l'amortissement. Et puis, en dehors de ça, tu as comme autre avantages fiscaux, par exemple, tu as les intérêts que tu payes à la banque, tu utilises, tu utilises ces intérêts-là comme dépenses de ton investissement et ces dépenses-là, donc ça va te permettre de réduire également ta charge fiscale. Tu as encore beaucoup d'autres avantages fiscaux lorsque tu modernises, par exemple, le bien avec les frais de modernisation, tu peux également réduire ta charge fiscale avec les frais de modernisation. À cause, par exemple, le cas tu investis également dans l'immobilier, en achetant un immeuble comme celui-ci là, en fonction de la zone où tu as acheté, si tu as acheté peut-être dans une zone qui est en train de se développer, voilà, à cause du développement de cette zone-là, ça va faire également ton bien immobilier augmenter. Donc avec ça, ça te permet de bâtir le plus rapidement possible ton patrimoine financier. Et avec l'investissement immobilier, tu as également le rendement de capitaux propres qui est très élevé. Ça veut dire que si par exemple tu investis dans l'immobilier, tu utilises un petit montant, tu viens avec un petit apport personnel, mais tu dégages un costaud investissement. Donc, et avec l'immobilier, par exemple, ce que j'appelle ici rendement de capitaux propres, c'est le rapport entre la somme du remboursement plus ton cash flow que tu fais diviser par ton apport personnel. Donc, plus ton apport personnel est petit, plus le rendement de capitaux propres est élevé. Donc, il n'y a qu'avec l'investissement immobilier que tu peux avoir ce genre de profit. Donc, voilà à peu près les avantages que tu as lorsque tu te lances, tu choisis comme investissement à l'immobilier. Donc, et voilà en quelques mots, désolé si la vidéo était un peu longue, mais il fallait que j'explique exactement. Je te propose vraiment ces pistes d'orientation-là qui vont te permettre d'investir tes 50 000 euros de manière efficace. Donc voilà en quelques mots comment est-ce que tu peux investir, ces 50 000 euros avec efficacité. Et si tu fais comme ça et lorsque l'investissement tourne et tu continues à faire tes épargnes, puisque tout ce que j'ai cité ici, ça ne t'empêche pas de continuer à épargner. Puisque les investissements sont en train de tourner. Tu as les locataires qui paient le loyer qui te permet de rembourser la dette. Tu as ton investissement en bourse et tu as également tes parts d'entreprise. Tu n'injectes plus les fonds à l'intérieur. Ça te permet de continuer à épargner. Et puis, tu te donnes encore quelques années pour continuer à faire grandir ton patrimoine financier. Si les appartements que tu as te dégagent un cash flow, tu n'as pas besoin de prendre ce cash flow-là pour manger. Non, tu utilises ce cash flow-là n'est-ce pas, pour réinvestir, profiter, n'est-ce pas, de l'effet des intérêts composés. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, voilà à peu près en quelques mots comment est-ce que tu peux voilà, investir 50 000 euros que tu as pris 4-5 ans pour épargner. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo était intéressante. J'espère que tu as pu
apprendre quelque chose. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie, n'est-ce pas, de la partager au maximum. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches, n'est-ce pas, pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.